Lorsque l'on dissèque l'échec du soutien européen à la cause ukrainienne pendant la guerre avec la Fédération de Russie, deux pays viennent tout d'abord à l'esprit: l'Allemagne et la France. Alors que Berlin a historiquement cherché à se consolider avec la Russie continentale, ce qui peut, d'une certaine manière, expliquer ses choix d'aujourd'hui, Paris a généralement cherché à rompre cet arrangement en nouant, entre autres, des relations étroites avec la Pologne. Aujourd'hui, pour diverses raisons, la France soutient le concept eurasiatique, que l'on peut appeler l'Europe de Lisbonne à Vladivostok, dont la Russie est un acteur irremplaçable. Daniel Foubert d'Excalibur Insight s'interroge sur le bien fondé de ce choix du point de vue de l'intérêt national français. Bienvenue dans le rapport des années 20. La France semble ignorer deux faits récents: la réunification de l'Allemagne et l'émergence d'une Europe centrale indépendante. Elle continue à faire comme si elle n'avait pas besoin d'un contrepoids à l'Allemagne, comme si la Russie était encore une grande puissance politique et économique, pouvant aider la France dans sa quête d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, et comme si l'Europe centrale était un désert politique. C'est une erreur. Rappelons quelques éléments délaissés de la tradition géostratégique française. Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, le principal allié de la France à l'est de l'Allemagne d'alors était la Pologne. Les relations avec le Grand-Duché de Moscovie, en dehors de quelques alliances ponctuelles, étaient désastreuses. Ceci pour deux raisons. Tout d'abord, les éternels intérêts anti-prussiens et anti-autrichiens de la monarchie française, auxquels la République des deux nations, Pologne-Lituanie, était le remède privilégié. Ensuite, le retard culturel, économique, politique et social de la Russie. Le XIXe siècle ne fut pas beaucoup plus brillant sur le plan politique pour les relations franco-russes entre l'éphémère traité de Tilsit et la guerre de Crimée. La répression brutale des insurrections polonaises par la Russie tsariste, ainsi que les déportations de l'élite polonaise en Sibérie, débouchaient sur le soutien de la France à la cause polonaise et sur la dégradation récurrente des relations franco-russes. La France entretenait encore des liens forts avec la Pologne, malgré la disparition de celle-ci de la carte de l'Europe. L'ère napoléonienne en donna quelques exemples, à travers la création du Grand-Duché de Varsovie, voire le fait que les troupes polonaises constituaient la meilleure cavalerie de l'Empire. La charge des Uhlans polonais à la bataille de Somocira compte parmi les plus brillants faits d'armes de celui-ci. En outre, l'émigration politique et culturelle polonaise élisait systématiquement pour résidence Paris. Le cimetière du Père-Lachaise compte environ 600 tombes polonaises, dont celle de Frédéric Chopin, qui peut être le meilleur représentant de l'amitié franco-polonaise. Face à la francophilie de l'élite polonaise, la solution de la Russie fut une stratégie de sape. L'élite russe d'une part apprit le français, d'autre part déporta et massacra l'élite polonaise, tout comme le coucou jette l'œuf contenu dans le nid qui s'adjuge. Cette stratégie aboutit avec succès à l'entente de 1891. Il existe plusieurs sortes d'alliés, comme il existe plusieurs sortes d'ennemis. Il y a les alliés de circonstance, comme la Russie, dont les alliances avec la France ont toujours été fragiles, voire contraintes, et il y a les alliés naturels qui, comme la Pologne, perdurent en dépit des désastres, à l'image des constantes de la géographie. Pour mesurer l'importance capitale de l'alliance franco-polonaise et d'une manière générale de l'Europe centrale dans notre pensée stratégique nationale, revenons aux sources de la géostratégie française au XXe siècle, exprimée sous la plume de nul autre que le général de Gaulle. Celui-ci prononça en 1919 à Varsovie une conférence intitulée « L'Alliance franco-polonaise », dont le texte est tout aussi oublié que redoutable pour les intérêts russo-allemands. Pour de Gaulle, il était impossible de dissocier le problème allemand du problème russe. Il considérait l'Allemagne et la Russie comme des alliés naturels. Cette alliance naturelle de la Russie et de l'Allemagne, il envoyait la clé de voûte dans leur intérêt commun à opprimer les autres nations d'Europe centrale. Tirant les leçons de la grande erreur de Napoléon III, celui qui n'était alors que le capitaine de Gaulle, mais qui déjà n'avait pas besoin d'un poste de pouvoir pour avoir raison, aperçut que la domination conjointe de l'Allemagne et de la Russie sur l'Europe centrale constituait un danger de premier plan pour la France, car elle conférait à l'Allemagne des proportions qui ne pouvaient déboucher pour elle
que sur la domination du continent, en mettant la France à sa merci. Dominer le cœur du continent européen, c'est dominer l'Europe. De Gaulle ne voulait pas de cela pour l'Allemagne en 1919 et ne le voudrait certainement pas aujourd'hui. À ce stade, il convient de revenir sur les propos précis tenus par le capitaine de Gaulle en 1919. Plus de 100 ans après avoir été prononcée, elle s'applique toujours à l'actualité. Je cite : « Dans la France du XVIIIe siècle, comme dans la France de toujours, le parti était nombreux des hommes politiques qui refusaient, par système, toute intervention à l'extérieur des frontières. C'est l'influence de ce parti qui, au XVIIIe siècle, nous fit perdre le Canada et les Indes et qui nous fit refuser à la Pologne mourante tout secours sérieux. La France a durement payé ses négligences à l'égard de la Pologne. Elle sait aujourd'hui combien lui a coûté par la suite d'avoir laissé Berlin et Vienne détruire entre l'Europe centrale et l'Europe orientale ce contrepoint naturel au germanisme. Nous voulons une Pologne forte, d'abord parce que c'est la solution de la justice. Cet État était puissant à l'époque où la rapacité de ses voisins l'a démembré, et sa puissance, il ne l'a employée, en somme, que contre les ennemis de la civilisation européenne, méritant ainsi de la conserver. Et puis, c'est notre intérêt national le plus évident que la force polonaise soit redoutable. L'Allemagne est battue, mais déjà, elle se redresse au fur et à mesure que s'éloignent du Rhin les armées de nos alliés anglo-saxons. D'ailleurs, il faut tout prévoir. Qui nous garantit l'alliance éternelle et surtout immédiatement efficace de l'Angleterre et de l'Amérique? Pour surveiller l'Allemagne sournoisement résolue à sa revanche, pour lui en imposer et, le cas échéant, pour la réduire encore une fois, il nous faut un allié continental sur lequel nous puissions compter en tout temps. La Pologne sera cet allié. Chaque pas en avant du germanisme vers l'ouest est une menace pour elle. Chaque avantage prussien obtenu vers l'est est un danger pour nous. Le bolchevisme ne durera pas éternellement en Russie. Un jour viendra où l'ordre s'y rétablira et où la Russie regardera de nouveau autour d'elle. Ce jour-là, elle se verra telle que la paix va la laisser, c'est-à-dire privée de l'Estonie, de la Livonie, de la Courlande, de la Finlande, de la Pologne, de la Lituanie, de la Bessarabie, peut-être de l'Ukraine, réduite en un mot aux limites de l'ancienne Moscovie. S'en contentera-t-elle ? Nous n'en croyons rien. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on reverra la Russie reprendre sa marche vers l'ouest et vers le sud-ouest. De quel côté la Russie recherchera-t-elle un concours pour reprendre l'œuvre de Pierre le Grand et de Catherine II ? Ne le disons pas trop haut, mais sachons-le et pensons-y. C'est du côté de l'Allemagne que fatalement elle tournera ses espérances. Je m'estimerais très heureux si je puis raffermir dans votre esprit la conviction qu'en servant ici, nous servons par excellence un intérêt national. Chacun de nos efforts en Pologne, messieurs, c'est un peu plus de gloire pour la France éternelle. » Fin de citation. C'est ce que déclare en 1919 à Varsovie le jeune Charles de Gaulle qui, rappelons-le, combattra les bolcheviks aux côtés de l'armée polonaise lors de la bataille de Varsovie un an plus tard. Voici la logique de la politique française en Europe centrale, telle que déduite du traité de Versailles. Ce traité, renforcé ensuite par l'alliance franco-polonaise de 1921, garantissait la sécurité de la France, tout comme les traités de Westphalie au XVIIe siècle. La France apportait son soutien politique et militaire à la Pologne, et la Pologne lui garantissait de juteuses concessions économiques en échange, selon un système comparable au pétrodollar. Ce système s'effondra malheureusement lors de la signature par la France des traités de Locarno en 1925, en raison de l'absence de résistance que la France opposait aux pressions anglo-américaines visant à normaliser ses relations avec l'Allemagne. La France abandonna son architecture de sécurité européenne, perdit sa crédibilité en Europe centrale et par voie de conséquence abdiqua son statut de grande puissance. Nous savons où cela nous mena. Au fil des événements, la France, tout autant que De Gaulle, perdit de vue à la fois le problème allemand, qu'on pouvait alors estimer résolu, ainsi que l'alliance polonaise, qu'on pouvait juger impossible. D'autant plus qu'une partie de l'élite polonaise avait été décimée par les efforts conjoints des nazis et des soviétiques, notamment 23 000 officiers exterminés à Katyn par ces derniers. Dans ce contexte, la volonté d'indépendance vis-à-vis des États-Unis prit le pas sur tous les autres soucis géostratégiques de la France et put la conduire à adoucir ses rapports avec l'URSS. C'est ce qui conduisit le général à parler de, je cite, « protectorat américain installé en Europe sous le couvert de l'OTAN », fin de citation,
et à sortir en 1966 du commandement intégré de l'OTAN en déclarant, je cite, « La volonté de la France de disposer d'elle-même est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. » Fin de citation. Tout en s'engageant solidement aux côtés des États-Unis, la France développa une sensibilité anti-américaine, encore renforcée non seulement par l'humiliation de la crise de Suez et ses intérêts coloniaux, mais aussi par la puissance du Parti communiste français. Les États-Unis ne trouvaient donc entièrement grâce aux yeux d'aucun des partis politiques français au temps de la guerre froide, et à partir des années 80, s'ajouta à cela le rejet général par la France des politiques néolibérales anglo-saxonnes. La France a eu et a toujours du mal à se détacher de la conception de la Russie comme contrepoids aux États-Unis, se cramponnant à ce qu'elle prend pour du sacro-saint gaullisme, alors qu'il ne s'agissait que d'une variation sur le thème de la politique de grandeur. Les sentiments anti-américains de la France restent forts. Parmi les causes de cette situation, citons les suivantes. Tout d'abord, la France conçoit le néolibéralisme comme une menace pour son modèle économique paternaliste, ce qui est encore exacerbé par l'optimisation fiscale agressive des entreprises américaines qui paient leurs impôts en Irlande sur des profits réalisés dans le reste du marché commun, ce qui concerne environ 70% de ces profits. La politique pro-arabe de la France. Le plus bel exemple en a été fourni par le discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité de l'ONU en 2003 et le refus de la France de participer à la guerre d'Irak. La troisième est l'erreur d'analyse à la mode en France et qui consiste à penser que les États-Unis sont durablement affaiblis dans un monde devenu multipolaire, produit de la doctrine Primakov, établie pendant la convergence franco-russe de la fin des années 90. Notre monde comporte effectivement plusieurs pôles, mais un pôle domine. Penser qu'il existe une sorte d'égalité de puissance entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine est une erreur. Cette erreur a conduit Emmanuel Macron, dans la droite ligne de ses prédécesseurs, à définir la France comme, je cite, « une puissance d'équilibre au service de la paix et de la sécurité », fin de citation, et à la diriger comme une sorte de banque diplomatique. Il en résulte des crises diplomatiques ponctuelles mais récurrentes, telles que la rupture en octobre 2021 par l'Australie du contrat de livraison de sous-marins qu'elle avait signé avec la France en 2016 au profit d'un nouveau contrat américano-anglais. Dans la continuité de sa politique étrangère pendant la guerre froide, la France se méfie d'une Europe centrale ouvertement pro-américaine. La participation de la Pologne, de la Roumanie, de la République tchèque, de la Bulgarie, de la Lettonie et de l'Estonie à la guerre d'Irak a été très mal vue par Paris. Le fait que ces pays achètent majoritairement leur équipement militaire aux États-Unis est une cause constante de l'irritation de la France à leur égard. Enfin, la France éprouve des difficultés à s'internationaliser, à s'adapter à la fluidité du monde anglo-saxon, à influencer la gouvernance mondiale et à participer à la définition des normes internationales. Les autres raisons qui peuvent favoriser la Russie en France sont principalement la corruption et les relais d'influence de la Russie. Car comment se fait-il qu'un ancien Premier ministre français, François Fillon, puisse siéger au conseil d'administration d'une entreprise russe? Quant aux rapports économiques entre la France et la Russie, ils sont risibles par rapport à ceux que la France entretient avec l'Europe centrale. La valeur totale atteignait 80 milliards de dollars en 2019, tandis que celle entre la France et la Russie n'était que de 16 milliards de dollars. Pour prolonger la comparaison, la valeur des échanges avec l'Italie, deuxième partenaire commercial de la France, était de 91 milliards, l'Allemagne, 173 milliards, celle avec les États-Unis de 90 milliards, avec la Chine de 83 milliards, avec l'Espagne de 82 milliards et avec le Royaume-Uni de 63 milliards. Mais pour ce qui est du gaz, la France n'importe qu'environ 20% de son gaz de Russie. La condescendance de l'Élysée envers l'Europe centrale, en comparaison avec son acharnement à soigner ses relations avec la Russie, apparaît d'autant plus absurde. La politique qui consistait à considérer la Russie comme un partenaire est quoi qu'il en soit un échec. Depuis 2013, la France défait progressivement tous ses liens avec la Russie, mais malheureusement sous la contrainte et la stupeur, non de sa propre initiative stratégique. Ceci, tout en négligeant le contact avec l'Europe centrale et en ne consultant jamais les gouvernements d'Europe centrale avant de négocier avec la Russie. La France entretient donc de mauvaises relations autant avec la Russie qu'avec la Pologne. Emmanuel Macron avait voulu une, je cite, « Europe puissance » de Lisbonne à Vladivostok, autonome stratégiquement, fin de citation, sans prendre en compte les enjeux de sécurité de l'Europe centrale. Nous voyons aujourd'hui où cela l'a mené.
Le renforcement de ses liens avec l'Europe centrale permettrait à la France d'obtenir un contrepoids utile à l'Allemagne et de renforcer sa position vis-à-vis des États-Unis, car ces derniers ont besoin de la France pour soutenir les sanctions contre la Russie et aider l'Ukraine à gagner la guerre, et donc pour développer la sécurité européenne dans le cadre de l'OTAN et non dans la perspective de conception détachée telle qu'une autonomie stratégique de Lisbonne à Vladivostok. De plus, la France constitue un allié potentiellement précieux pour contenir l'influence de la Chine en Europe, en particulier face à une Allemagne réticente qui détient d'importants excédents commerciaux, mais ne souhaite toujours pas devenir un membre engagé de l'OTAN. Sans un engagement fort de la France, les États-Unis n'y arriveront qu'à bout de bras. Sans aucun engagement de la France, ils n'y arriveront pas. Les États-Unis ont eu aussi besoin d'une Europe qui fonctionne sans qu'ils aient besoin de s'y engager fortement. C'est la clé de leur réorientation stratégique vers l'Asie. Ou la France s'imposera comme un partenaire fiable et respecté des États-Unis, ou elle s'exposera à un isolement croissant sur la scène internationale et elle exposera l'ensemble de l'Occident à la menace chinoise. À faire semblant de faire les intérêts de tous pour faire les siens, on finit par ne faire les intérêts que de ses adversaires. La politique française en Europe centrale est d'autant plus aberrante qu'il existe une sorte de déconnexion entre le comportement de la classe politique française vis-à-vis de l'Europe centrale et l'attitude des entreprises françaises envers la région. Les États-Unis ont très bien saisi l'intérêt politique de l'Europe centrale, malgré assez peu d'investissements et une présence économique relativement modeste. L'alignement politique néfaste de la France l'empêche de tirer profit de sa présence économique. À titre d'exemple, la valeur cumulée des investissements directs à l'étranger en Pologne, IDE, atteignait 5 milliards d'euros en 2020, juste derrière les IDE allemands, 7,5 milliards. L'Europe centrale pourrait cependant fournir à la France les contrats dont elle a besoin pour relancer son économie. C'est le réservoir de croissance qui lui manque. Le potentiel est considérable. Contrats d'armement, contrats énergétiques, nucléaires, commandes aéronautiques, infrastructures. Tous les produits et services de pointe de la France peuvent contribuer au développement de l'Europe centrale, car celle-ci a besoin de la France, et ce, d'autant plus qu'il lui faut gagner son indépendance économique vis-à-vis des chaînes de production allemandes. La région, peuplée de 120 millions d'habitants, ayant connu un développement inégalé pendant les 30 dernières années et dotée d'un potentiel gigantesque, connaît malgré tout encore de nombreuses difficultés structurelles. Ces difficultés, elle les surmontera sans la France si celle-ci ne réagit pas. L'Europe centrale a un déficit d'infrastructures d'environ 1,5 trillion de dollars. Il est incompréhensible que la France n'ait pas décidé de participer, contrairement à l'Allemagne et aux États-Unis, à l'initiative des Trois Mers, destinée à transformer la région. Les progrès qui ont été faits sur les plans du savoir-faire, des compétences et de l'organisation depuis 30 ans sont considérables. Mais le potentiel reste en l'Est tout autant. L'Europe centrale a encore beaucoup à apprendre de la France. Le meilleur allié de la France n'a jamais été ni la Russie, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni non plus les annexes de celle-ci, mais la Pologne. C'est un fait historique. La France doit donc choisir entre continuer à se concevoir comme une puissance mondiale sans ancrage européen véritable et être la risée de la scène diplomatique mondiale, ou devenir une puissance régionale forte et respectée, ce qu'elle n'est qu'à moitié en l'état actuel des choses. Contenir ce qu'il y a entre le Rhin et les Sudètes aura été la priorité de la politique étrangère française pendant près de 1000 ans. La puissance de la France dans le monde, c'est d'abord sa puissance en Europe. Ces derniers temps, la politique française vis-à-vis de la Russie aura été en réalité celle de l'Allemagne. Si elle ne se réveille pas et ne porte pas les intérêts de la France là où ils doivent se trouver, c'est-à-dire à Paris et non à Berlin ni à Moscou, le peuple français rebattra les cartes à sa manière, pas nécessairement la meilleure. 60% des Français ont voté pour des partis politiques anti-européens lors des dernières élections présidentielles, outre le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas obtenu de majorité pour diriger le pays. Cela devrait nous donner matière à réflexion.